Jean-Michel, salut. Bonjour, désirez-vous avoir les consignes en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Parfait. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation seront considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de ces périodes. Les 10 minutes suivantes seront considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé lorsque la période non protégée sera terminée. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre la cause juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devraient être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'appui des questions des juges. Je vais montrer les cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes en utilisant le même. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Je m'appelle Léo Leblanc. J'ai fait ma carrière dans une grosse coopérative régionale. Je suis à la retraite. Je fais de la consultation. J'ai été professeur à temps partiel pour 12 ans à la faculté d'administration. Puis j'ai fait du développement à l'international en Afrique puis en Amérique du Sud. Et moi, je m'appelle Gilles Vedette et je suis couramment gestionnaire à l'Agence de promotion économique Canada-Atlantique, une agence fédérale, et je m'occupe de la gestion des programmes et de l'expertise de l'information. Bonjour. Au fil du temps, vous avez su développer une expertise bien précise dans le domaine de la classification et de l'inspection des aliments. Aujourd'hui, vous offrez des produits de qualité, spécialisés et personnalisés dans 5 continents et dans plus de 7 pays différents. Le fait d'être à l'international comme ça peut présenter des conflits, comme le fait de garder une bonne relation avec vos clients. Aujourd'hui, notre firme Affaires Globales Uniques, composée de Jean-Michel Moreau, Danny Cloutier et moi-même, Johnny Cravillon, nous sommes ici afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs en ce qui consiste le commerce international. Alors, pour ce qui est de l'ordre de la présentation, nous allons vous présenter le mandat que vous nous aviez confié. Par la suite, on va vous donner une mise en contexte, un historique de votre entreprise. Par la suite, nous allons vous présenter notre analyse, notre diagnostic, tant à l'interne qu'à l'externe et au niveau du marché. Par la suite, face à cette analyse, nous allons faire nos recommandations et vous présenter face à nos recommandations l'échéancier pour ce qui est de ceux-ci. Et par la suite, nous finirons avec une courte conclusion et si on a le temps aussi, on vous présentera notre annexe. Alors, pour ce qui est du mandat que vous nous avez confié, vous avez demandé d'effectuer des recommandations face aux défis que votre entreprise a face aux exportations à l'étranger en ce moment. Par la suite, vous avez demandé de développer des nouvelles stratégies d'exportation afin de faciliter la pénétration de marché pour votre entreprise au niveau du marché du Mexique. Donc, une brève historique de l'entreprise. Donc, vous avez une entreprise qui a été fondée en 1985. La création de votre premier système de classification a été fait en 1992. Donc, on parlait d'ici là pour des pommes de terre. Et vous avez un développement, vous avez par la suite continué avec un développement d'une technologie qui est unique, donc la technologie de vision qui permet de faire la classification de plusieurs produits différents. Vous avez également une spécialisation dans l'industrie des fruits de mer, donc après vous avoir rendu compte que c'est un marché qui est en expansion et qui est très propice à des technologies comme vous avez fait une concentration dans le marché et l'industrie des fruits de mer. Pour ce qui est de la culture organisationnelle, donc vous offrez, comme j'ai mentionné, un produit de très haute qualité. C'est une de vos plus grandes forces.
Et vous avez également le désir de toujours repousser les limites technologiques du secteur. Donc, vous êtes en avant-garde, vous avez un très grande force en recherche et développement, ce qui fait en sorte que ça vous permet de vous différencier de la concurrence et d'aller chercher une valeur ajoutée. Vous pouvez également développer des relations durables avec vos clients. Pour ce qui est de la capacité actuelle de votre entreprise, vos opérations sont toutes basées au niveau du Nouveau-Brunswick pour le moment. Votre entreprise consiste à 15 employés, donc on parle des ingénieurs, on a une personne qui s'occupe aussi du marketing, on a une comptable. Pour ce qui est de vos ventes actuelles, se retrouvent entre 1 et 5 millions. Donc ici, ça dépend aussi de votre clientèle et de la personnification en fait, des produits que vous devez faire annuellement. Pour ce qui est des exportations, il s'agit quand même d'un chiffre crucial au niveau de vos ventes. On parle ici de 20 à 50% des ventes annuelles, tout dépendamment aussi de la demande, d'où elle vient, si elle provient de l'extérieur ou sinon au pays en tant que tel. Pour ce qui est de vos communications, vous les faites principalement en anglais. On parle aussi au niveau des réseaux sociaux, on parle de Facebook, LinkedIn, où est-ce que vous communiquez avec vos consommateurs au niveau en anglais, puis vous faites la promotion aussi de votre entreprise en anglais. Puis aussi, vous offrez un service après-vente au niveau en anglais auprès de vos consommateurs. Donc, en faisant une petite analyse interne de l'entreprise, nous pouvons réaliser que premièrement, vous avez des grandes forces. Donc, vous avez une personnalisation de vos produits. Les concurrents dans le marché présentement offrent ce qu'on peut considérer comme un modèle générique, donc des machines qui peuvent s'appliquer pour plusieurs domaines, mais qui ne sont pas nécessairement spécifiques à des besoins. Donc, vous allez combler ce manque-là en allant chercher une personnalisation et également ce qui vient lier le point suivant, qui est l'innovation, l'efficacité. Donc, un point qui est très fort, c'est de pouvoir justifier à votre partenaire ou, dans le fond, à votre client que ce que vous allez leur permettre de faire, c'est d'augmenter l'efficacité de leur entreprise et du fait même, non pas voir ça comme une faiblesse, mais bien une opportunité d'augmenter leur rendement et leur rentabilité. Vous avez également un champ d'expertise très spécialisé, donc c'est la capture par rayon X qui permet de visionner, dans le fond, chaque objet, chaque produit pour faire le classement. Et vous avez une qualité de salubrité qui est, puisque la plupart de vos produits sont des produits comestibles, vous avez une qualité de salubrité très élevée et une réputation qui est bien établie, qui vient en lien avec justement la qualité et la personnalisation. Pour ce qui est des défis, dans le fond, il y a en ce moment une difficulté à présenter le produit final puisque de la personnalisation du produit demande du développement supplémentaire qui force, dans le fond, qui donne un temps plus considérable pour le développement du produit. Vous avez présentement la restriction face à l'importation de produits test. Donc, avec le gouvernement canadien qui met des restrictions par rapport à l'importation de produits de fruits de mer, ça cause présentement un problème pour pouvoir tester justement avec le produit dont le client va utiliser. Il y a également une perception du client face à la technologie inconnue. Donc, c'est une technologie qui est nouvelle sur le marché pour la plupart des clients qu'on approche. Donc, ce qui fait en sorte que pour eux, il peut y avoir une réticence puisqu'eux se disent il n'y a aucun de mes concurrents qui utilise un tel produit, pourquoi est-ce que je devrais en utiliser un? Et également la proximité du client pour le service après-vente. Donc, c'est un point qui est très important. Lorsqu'on parle d'une compagnie de productivité, si la compagnie doit arrêter sa production à cause que la machine est en panne, ça peut affecter énormément leur rentabilité. Donc, c'est un défi qu'il faut remédier. Pour ce qui est de l'analyse externe, pour ce qui est des opportunités, c'est un domaine très technique. Donc, ce qui consiste en fait compte de la demande des consommateurs, comme vous offrez un service personnalisé, ça peut vous donner un avantage, une opportunité d'affaires à l'étranger. La raison pour laquelle, comme mon collègue l'a déjà présenté, c'est qu'il s'agit que vos concurrents vont offrir des produits génériques, tandis que pour vous, vous êtes capable d'offrir un service personnalisé, plus technique et plus approfondi sur les spécificités des besoins des consommateurs. Pour ce qui est du marché en développement, pour l'instant, vous nous avez donné 7 principaux concurrents. Donc, il s'agit d'un marché oligopolistique où ce que vous avez quand même l'opportunité de développer à l'international et d'aller chercher des parts de marché très intéressantes. Pour ce qui est de l'intérêt du marché cible, encore une fois au niveau du Mexique, ce n'est pas tous vos concurrents au niveau des 7 concurrents qui sont sur le marché du Mexique. Et au niveau géographique, on va y revenir un peu plus tard.
Il y a certaines régions au Mexique aussi qui s'avèrent très intéressantes au niveau de la concurrence, qui pourraient vous bénéficier pour aller chercher une marge encore plus élevée. Pour ce qui est des menaces, il est certain que sur le marché mexicain, il y a des différences culturelles. Donc l'approche, on va le voir un peu plus tard aussi, l'approche client ne se fait pas la même qu'on pourrait avoir, mettons, au Canada ou aux États-Unis. Il est certain que c'est une culture différente. Pour ce qui est des transactions monétaires aussi, on va revenir aussi là-dessus. Au niveau vous utilisez présentement les devises américaines pour vos transactions à l'étranger. Nous, on va vous proposer quelque chose de différent au niveau des transactions de la devise canadienne pour essayer d'aller chercher un pouvoir d'achat supplémentaire au niveau du consommateur pour aller chercher justement un intérêt un peu plus élevé. Puis aussi au niveau de la menace des présences de concurrence au Mexique, c'est un avantage au niveau de la séparation, la segmentation géographique de vos 7 grands principaux concurrents au Mexique. Cependant, il va être très important d'aller chercher une part de marché plus élevée que votre concurrence pour vraiment vous séparer de la concurrence et aller chercher un plus au niveau de votre clientèle. Pour ce qui est de la culture d'affaires au Mexique, donc comme on a présenté plus tôt, la culture, l'approche au niveau des transactions et du modèle d'affaires n'est pas le même. Au niveau de la culture d'affaires au Mexique, c'est une approche beaucoup plus personnelle, beaucoup plus personnalisée avec le client au lieu du professionnel. Donc, on va favoriser l'approche humaine avant l'approche professionnelle avec le client. Donc, apprendre le client, savoir c'est quoi sa culture, on peut lui parler tout ce qui est par rapport au business, si on veut, là, pour vraiment aller chercher sur le plan personnel et avoir un très bon lien de confiance avec le client. Au niveau du marché, c'est très peu impulsif. Donc, comparativement au marché nord-américain, soit aux États-Unis ou au Canada, c'est un marché qui est beaucoup plus lent au niveau des décisions. On ne prend pas des décisions impulsives, on va prendre le temps de bien connaître en fait compte son fournisseur ou son consommateur pour savoir c'est quoi vraiment ses objectifs et avoir une bonne base au niveau de notre lien d'affinité avec celui-ci. Pour ce qui est aussi de la culture, ils sont très fiers avec leurs produits locaux. Donc, il est important, en fait, pour votre firme, si vous désirez aller vous implanter, en fait, compte au Mexique, il est très important, en fait, que vous soyez capable d'identifier, en fait, compte la culture américaine et aussi d'y participer. Il est important aussi de la mettre d'avant. Donc, on va voir, en fait, compte avec votre implantation, ce qui serait important, c'est, en fait, aller chercher un certain plus que vos concurrents. Donc, on peut parler ici aussi au niveau de l'entremise d'embauche des Mexicains, en fait, pour vraiment connaître un peu plus la culture mexicaine et leur montrer, en fait, qu'on est là pour leur propre développement aussi. Encore une fois, les relations entre les importateurs et les compagnies locales. Donc, c'est vraiment d'aller chercher un lien de confiance avec la nouvelle clientèle au Mexique et d'aller chercher, en fait, de vraiment s'adapter, en fait, à leur mode de vie, à leur culture générale au niveau personnel. Donc, on a une analyse du marché mexicain, plus principalement pour ce qui est des fruits de mer et des produits pêchés au Mexique. Donc, on peut voir ici que, dans le fond, la plus grosse partie du marché mexicain pour ce qui est de la production de fruits de mer sont les crevettes, ce qui est à 58% de la production totale. Et ce qui est très intéressant pour votre entreprise, puisque c'est quelque chose qui est facilement triable avec une machine, ce qui va permettre également d'aller chercher une meilleure rentabilité pour les produits. On parle aussi par la suite de poissons à chair blanche, de carpes, de truites, ce qui est des choses qui sont pour l'instant, qui sont hors de considération pour ce qui est d'une machine de tri, mais également le marché des huîtres à 3%, qui est un marché qui est possible d'utiliser une machine telle que la vôtre. Ce qui représente en fait 58% des crevettes. Donc on parle de 928 000 tonnes de crevettes de produites par année et de 48 000 tonnes d'huîtres qui peuvent être triées par vos machines. Pour ce qui est aussi de la culture d'affaires au Mexique, donc comme on vous a présenté plus tôt, au niveau du pouvoir d'achat des Mexicains, ce qui est intéressant ici, c'est que vu que vous faites toutes vos transactions à l'étranger au niveau de devises américaines, ce qui serait intéressant, c'est de considérer peut-être de faire des échanges au niveau de la devise canadienne. La raison pourquoi, c'est que c'est certain que la devise américaine vaut plus. Donc on reçoit pour $1 américain, ça vaut 21,22 pesos mexicains.
on voit une valeur inférieure au niveau du dollar canadien, sauf que celle-ci permettrait en fin de compte d'aller chercher un plus grand intérêt au niveau des consommateurs mexicains pour vos machines. La raison pourquoi, c'est que ça leur permettrait d'avoir un plus grand pouvoir d'achat, donc une plus grande flexibilité financière au niveau de l'acquisition et de la personnification de vos machines. Pour ce qui est de la concentration sur le marché mexicain, pour ce qui est de nos recommandations, il serait question d'adapter un modèle d'affaires pour la culture mexicaine. Donc, on revient sur le point de la culture, vu que c'est très important. C'est une culture qui est très divergente de celle en Amérique du Nord. Donc, c'est pas impulsif, on prend des décisions à long terme, on va vraiment connaître notre clientèle, notre fournisseur et notre consommateur sur une base personnelle. Il serait aussi question d'engager et former des représentants de vente. Donc, vraiment, adapter la culture mexicaine, adapter notre culture, en fait, compte d'entreprise à celle mexicaine, embaucher des représentants de vente mexicains qui connaissent le marché, qui connaissent la culture et qui nous permettront, en fait, de faire une meilleure segmentation et une pénétration de marché mieux adaptée. Aussi, vu que vous avez un peu la distance, en fait, compte que vous avez avec vos clients, au niveau du service, comme vous l'avez mentionné, au niveau vous faites beaucoup de vos services par courriel. Vous essayez d'aller chercher une plus grande clientèle par courriel. Cependant, le taux de réussite n'est pas très élevé. Donc, il serait question ici d'avoir un point de service justement au Mexique afin d'être capable d'aller chercher vraiment les besoins de la clientèle cible et en fait vraiment répondre aux besoins du marché. Donc, en fait, ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, c'est d'attendre avant d'exporter. Parce qu'un peu comme on l'a dit, vous êtes sur 7 pays pour vendre vos machines, dont le Japon. Donc, si on prend l'exemple du Japon, vous êtes seulement basé au Canada. Donc, si une machine fait défaut au Japon, votre temps de réaction est plutôt lent. Donc, le Japon, votre client, ça pourrait coûter très cher attendre que vous envoyiez quelqu'un pour réparer la machine. Et ça peut faire vraiment mal à votre image de marque. Donc, en fait, la raison principale qu'on attend avant d'exporter, c'est pour protéger notre image de marque. Parce que vous avez un produit de qualité supérieure, vous les personnifiez. Donc, on essaie de garder une image qui va suivre un peu notre produit. On ne veut pas la perdre. Par la suite, on veut former des représentants. Parce que pour l'instant, vous n'avez aucun représentant, aucun vendeur. Donc, tout se fait par courriel. La prospection se fait un petit peu, se fait essai-erreur, dans le fond. Vous envoyez des courriels et pour 250 courriels, vous faites une vente. Donc, ce n'est pas assez productif. Donc, on veut utiliser des représentants, on veut les former. Ces représentants-là vont pouvoir accompagner les clients tout au long de leur achat et tout au long de l'utilisation et de l'évolution des machines que vous offrez. En fait, on veut répondre aux demandes dans des délais raisonnables. C'est pour ça qu'on a parlé d'ouvrir un centre au Mexique, qui serait la place qu'on se concentrait pour notre début international. Le problème, ouvrir un centre au Mexique, former des représentants, peut coûter vraiment cher. Pour une entreprise comme la vôtre qui fait de 1 à 5 millions et qui a de la misère à créer le client, puisque 0,4% de vos efforts produit une vente, on croit que ce n'est pas tout de suite le temps d'aller s'implanter au Mexique. On devrait reprendre le contrôle de ce qu'on a ici en changeant un peu notre cycle de vente afin de pouvoir aller à l'international et mieux performer. On veut garder un bon taux de satisfaction. C'est un peu ce que j'ai dit. On ne veut pas que nos clients commencent à nous détester. Ce sont un peu nos meilleurs vendeurs. C'est eux qui décident de notre image de marque. On en a peu vu qu'on a un produit de haute qualité, de haut prix. Donc, on veut garder une bonne satisfaction des clients. On veut assurer la continuité des opérations des clients. Ça revient exactement, vous avez des machines en Australie, au Japon et au Mexique. On ne veut pas que ces entreprises-là aient des prix et qu'on ne soit pas capable de gérer le problème. Donc, en fait, on veut utiliser une stratégie de relation entreprise-entreprise, dans le fond, de partenariat, une stratégie de partenariat avec notre client. Donc, ce qu'on recherche, on cherche à connaître les objectifs de notre client, on veut connaître ses valeurs, on veut vraiment le comprendre et l'aider à atteindre ses objectifs et tout en gardant ses propres valeurs. Comme ça, on va pouvoir être partenaire de notre client et ce client-là va pouvoir en retour être partenaire de nous afin de nous aider à trouver de meilleurs clients et de s'améliorer nous-mêmes en tant qu'entreprise, vous-même en tant qu'entreprise. Donc, principalement les 4 clés du business to business. Donc, on parle du contact client, de la relation de confiance, des services personnalisés ainsi que du support. Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment différentes d'une relation avec un client, dans le fond, le consommateur directement. Bon, en fait, premièrement, pour le contact client, le premier contact client que vous faites avec votre client, c'est un courriel que vous envoyez sur une boîte de courriel publique que vous avez trouvée.
Donc, en fait, vous ne voulez pas être perçu comme un spam. Donc, on essaie de changer ça. On veut que le premier contact soit fait par téléphone, par un représentant et en personne, si possible. Par la suite, on veut choisir l'information qu'on va donner au client. Votre courriel, pour rejoindre votre client la première fois, vous envoyez toutes les fiches de chacune des machines et toute l'information statistique de vos performances. C'est un petit peu étourdissant pour un client qui reçoit ça. Il ne peut pas tout comprendre, c'est quand même pointu. Donc, on va commencer avec des informations un peu moins complexes. La valeur de notre entreprise, on veut mettre de l'avant notre idée de partenariat avec notre client et le fait qu'on va pouvoir être là pour l'aider, puis dans tout l'acheminement de l'achat. Donc, on veut vraiment garder de l'information pour connaître notre client et que notre client nous connaisse un peu plus. Par la suite, en utilisant un représentant local, exemple, si éventuellement on va au Mexique, un représentant local pourrait nous aider beaucoup avec la culture et la langue, puisque c'est un problème que vous avez eu auparavant. Par la suite, on veut développer une relation de confiance, ce qui est très difficile lorsqu'on utilise seulement les courriels. Donc, on veut l'axer vers les relations humaines. C'est pour ça qu'on veut des représentants. Donc, en l'accent sur les relations humaines, on peut augmenter le lien de confiance avec notre client. Par la suite, on fait encore le choix d'information. On commence à expliquer notre produit, mais on ne va pas trop dans le spécifique. On n'explique pas non plus les produits auxquels notre client, les produits qui ne répondent pas aux besoins de notre client, comme les courriels le faisaient. Donc ensuite, on veut être une source d'information pour notre client. C'est un peu la clé du partenariat. On veut que notre client puisse s'appuyer sur nous afin d'avoir les connaissances, afin d'avoir les évolutions du marché et ce qui se passe en matière de développement dans nos machines. On veut garder une proximité avec les clients. C'est encore répondu avec le représentant, qui peut toujours être en contact avec les clients, passer le voir et qui peut même aller vérifier les machines avant même qu'un problème survienne. On veut un modèle virtuel du produit. Présentement, vous ne pouvez pas montrer le produit fini à votre client puisque c'est un produit personnalisé et que ça prend du temps à le faire. Donc, vous montrez un produit, par exemple, c'est un produit qui ne répond pas aux besoins de votre client. Donc, ce qu'on veut, on veut pouvoir faire un modèle virtuel qui va pouvoir montrer le produit personnalisé du client dans le plan de la bâtisse du client afin qu'il puisse vraiment visualiser, le voir et avoir confiance en nos machines que ça va marcher dans son endroit. Donc, par la suite, évidemment, on a parlé du service personnalisé. Donc, on parle d'un éventail de clients qui est assez restreint. Donc, ce qui fait en sorte qu'il est très important de garder des bonnes relations avec ceux-ci. Les clients, par la suite, deviennent des ambassadeurs. Donc, lorsqu'on parle de business to business, il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de réseaux de contacts. Donc, ces clients-là qui vont avoir un bon service, qui vont avoir une bonne expérience, par la suite, vont référer l'entreprise. Ça devient une sorte de fraternité. Également, s'adapter aux besoins des clients, donc c'est quelque chose que vous faites déjà très bien. On parle plus précisément pour ce qui est de la production, pour s'assurer que le client reçoit un support constant, puisqu'il y a une très grande crainte de la part du client lorsqu'on parle d'une technologie, d'une nouvelle technologie. Et plus vous êtes capable de rassurer le client, et plus il va avoir confiance pour faire la transition vers une machine de tri. Et par la suite, donc, c'est de présenter les valeurs ajoutées d'un partenaire. Donc, c'est quoi qui va faire en sorte que le client va en tirer un avantage? Donc, l'augmentation de la productivité, d'aller chercher quelque chose qui est plus fiable, d'aller chercher une technologie qui est fiable, qui va lui permettre de remonter, dans le fond, de se positionner en haut de sa compétition, de sa concurrence. Surtout, principalement, lorsqu'on parle du marché de fruits de mer, la plupart du temps, c'est des producteurs qui sont assez proches de leurs sous, donc il peut y avoir des associations de producteurs. Et ceux-ci, lorsque vous leur parlez de leur mode de vie et d'augmenter leur qualité de vie en achetant une machine comme ça, là, vous allez vraiment chercher leur valeur personnelle, ce qui est un atout qui est très intéressant. Par la suite, donc, nous avons le support, donc le service après-vente, en ayant des techniciens qui sont sur place qui peuvent répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, advenant qu'il y a un bris de machine. Des relations à long terme avec le client, et également rester accessible pour le client. Donc, comme nous l'avons mentionné, ça permet de créer un réseau de contacts local qui va pouvoir par la suite vous donner une expansion supplémentaire. Donc, nous allons, dans le fond, c'est d'être plus centralisé par rapport aux forces développées pour aller chercher le marché supplémentaire. Donc, en fait, on veut complètement refaire le cycle de vente. En fait, lorsqu'on parle de la prospection, comme j'ai dit tout à l'heure, on y va vraiment par essai-erreur, ce qui est vraiment pas productif. Donc, on veut embaucher. La situation désirée, c'est d'avoir des représentants qui vont pouvoir nous représenter et vendre nos produits. Par la suite, le premier contact se fait par courriel. On l'a dit, on veut le changer par téléphone et en personne.
Les négociations présentement se passent, vous faites environ de 2 à 3 voyages pour vous rendre chez vos clients qui sont à l'international, ce qui peut coûter vraiment cher et ce qui ne garantit pas un contrat signé. Donc, si on se concentre au Mexique, on peut être sur place, ce qui est beaucoup plus facile. On peut considérer la culture locale, ce qui va régler des problèmes que vous avez eus par le passé. Par la suite, on va présenter les installations et on va pouvoir emporter les gens dans nos installations. Les ventes, on l'a dit, un 0,4% d'effort pour une vente, c'est pas assez. On veut l'augmenter à 5% d'effort avec les représentants. En fait, en ce moment, un représentant commercial peut monter jusqu'à 10% de ses ventes, aller chercher 10% de ses ventes pour ses efforts. Donc, en fait, on l'a réduit par 2 pour garder un chiffre conservateur. Puisqu'on part de la base, il va y avoir beaucoup à s'améliorer aussi. La fidélisation, en fait, il y a un gros manque de confiance. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas trop aller à l'international. On veut garder notre image, garder notre confiance. Pour ce qui est de l'implantation au Mexique, on a en fait choisi un endroit géographique propice pour votre entreprise, soit la côte est, la ville de Mexico. En fait, si on regarde à la Nueva Viga, qui est située à la ville de Mexico, c'est le deuxième plus grand marché de fruits de mer au monde. Donc, c'est vraiment là où on va être capable d'aller cibler notre clientèle et d'aller chercher c'est quoi qui ont besoin comme produits personnalisés afin de répondre à leurs besoins, aller chercher une qualité supérieure pour leur donner un avantage concurrentiel de plus. Aussi, comme on dit, et comme on a présenté plus tôt, c'est un avantage géographique. La raison pourquoi, c'est qu'il y a seulement 3 de vos grands compétiteurs qui sont situés à cet endroit géographique au Mexique. Donc, il s'agit vraiment d'un avantage concurrentiel. Pour ce qui est de notre firme, nous sommes... Merci. Je pense que vous avez focusé sur les fruits de mer. Oui. Puis, vous avez identifié les crevettes et les huîtres. Ça représenterait combien? Vous poussez ça jusqu'au nombre d'entreprises qui sont dans ces exploitations-là? C'est certain que vous avez 3 grands consommateurs pour l'instant. Il y a des centaines en fait, de producteurs de crevettes et d'huîtres au Mexique. Il serait question en fait compte d'ici de peut-être regarder dans deuxième année pour vraiment faire une analyse. Je ne sais pas si on peut revenir à notre échéancier. En fait compte, c'était justement à moyen terme, au niveau du 1 an à 2 ans, c'est vraiment de préparer en fait compte la pénétration de marché au Mexique. Donc c'est vraiment d'établir dans cette période-là qui sont les consommateurs, qui sont les industries en fait compte déjà en place au Mexique, afin de vraiment aller chercher leurs besoins puis personnaliser en fait compte la machine pour eux. Avez-vous considéré le secteur agricole? Au Mexique ou ici? Au Mexique. Parce que le secteur agricole au Mexique est énorme. En fait, ce qu'on a fait, c'est que dans notre échéancier, on attend d'aller au Mexique pour tout régler les problèmes qu'il y a ici. Ensuite, on va aller au Mexique après 2 ans, en fait, dans les 3 années. Donc, c'est un marché qui bouge beaucoup. On n'a pas voulu aller chercher des statistiques qui dataient peut-être déjà de 1 ou 2 ans et qui allaient dater de 3 ans, dans 3 ans, lorsqu'on allait y aller. Aussi, ce qui est important à noter, c'est vu qu'on était restreint en fait compte à la possibilité directement dans la première année de votre entreprise d'aller s'implanter à l'externe et que vous avez dit que vous avez mentionné dans votre mandat, dans le cas que vous aviez quand même une bonne expertise au niveau des fruits de mer et aussi des produits en conserve. Ce qui s'agit aussi des fruits de mer, il y a beaucoup de fruits de mer en conserve au Mexique. Nous avons décidé de vraiment focuser sur cette partie des consommateurs-là. Et aussi, comme on a présenté au niveau de nos ventes, en fait, compte notre objectif de vente, on est allé chercher un 5% conservateur quand même pour votre entreprise pour ce qui est de l'implantation au Mexique. Donc, il serait peut-être question aussi dans un prochain mandat de voir au niveau agricole si on ne pourrait pas aller chercher une plus grande part de marché pour celui-ci. Il faut aussi voir si on peut répondre à la demande. Vous parlez un moyen à long terme de probablement regarder le marché mexicain. Vous avez aussi parlé du fait que les Mexicains aiment mieux ou préfèrent quelque chose qui est construit local. Mm-hmm. Est-ce qu'on devrait regarder à faire un partenariat avec un producteur au Mexique en fait, pour construire, pour faire le local? En fait, ce serait vraiment intéressant de faire ça aussi. Mais ce qu'on pouvait faire aussi, ce qu'on pouvait offrir aux vendeurs locaux, c'est que présentement, souvent, les crevettes vont être vendues en vrac
tous ensemble. Donc, ce que nous, on peut offrir en triant les crevettes de façon vraiment productive, c'est que maintenant, à place de vendre un produit qui est la crevette, on peut vendre 3, 4, 5 produits différents. Donc, on peut vraiment aller chercher le plus d'argent possible avec le produit en allant chercher sa juste valeur marchande, dans le fond, puisqu'on offre l'inventaire précis des produits. Donc, on voulait commencer par là. Pour rajouter sur ce que mon collègue a mentionné, nous avons évalué la possibilité de faire un partenariat avec une entreprise locale. Ceci dit, avec votre développement technologique et le fait que vous avez vraiment une solution qui est unique sur le marché présentement, il serait plus intéressant lorsque l'entreprise serait prête monétairement et aurait les ressources pour faire la transition, d'ouvrir plus de succursales là, au Mexique, puisque justement de vraiment conserver votre côté unique et de développer au lieu de faire un partenariat avec une autre entreprise. Vous avez parlé d'un modèle d'affaires de culture mexicaine. C'est-il plus que juste embaucher quelqu'un local? En fait, oui. En fait, c'est qu'il y avait eu beaucoup de problèmes dans le passé avec... c'était vraiment la langue, la culture et tout ce qui se passait puisque vous y allez en voyage, donc c'était un peu restreint dans le temps. Donc en fait, c'est vraiment de s'implanter sur place pour pouvoir prendre le pouls, pouvoir vivre au rythme des gens et de vraiment répondre à ce que ces gens-là recherchent. Et le fait d'embaucher local, c'est vraiment de pouvoir... Le fait d'embaucher local, c'est vraiment juste pour pouvoir aller chercher la connaissance que ces gens-là ont déjà, qui peuvent apporter, dans le fond, une plus-value à notre entreprise avec eux. Donc, c'est vraiment de répondre à toute la culture en tant que telle. Et embaucher local, c'est une façon de chercher l'information directement dans la société là-bas. Vous avez aussi parlé un peu de regarder à les concurrents qui sont déjà en marché. Vous avez dit qu'il y en avait déjà 3. C'est-tu des concurrents qui sont nos concurrents ou les concurrents des compagnies? La période des questions internes.